Lesfrançais.press. Mon invité pour lesfrançais.press, Ronan Le Gleut, bonjour. Bonjour Mathieu Hutin. Sénateur des Français établis hors de France. Ronan Le Gleut avec deux autres collègues sénateurs, Marie-Arlette Carlotti et François Bonneau, on va les citer. Vous avez publié un rapport sur la paix et la sécurité en Afrique, dans lequel vous n'êtes pas très élogieux sur l'action du président de la République dans ce domaine. Qu'est-ce que vous reprochez à Emmanuel Macron sur sa politique africaine ? Tout d'abord, je remercie les Français.press de nous permettre de revenir sur le rapport qui a été adopté par la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées du Sénat mercredi matin sur l'architecture paix et sécurité en Afrique. Et effectivement, notre constat est assez sévère dans la mesure où les trois juntes sahéliennes du Mali, du Burkina Faso, du Niger ont dans un premier temps demandé aux troupes françaises de partir. Puis au mois de décembre, rappelons-le, c'est le président Faye au Sénégal qui a fait de même. Pour le Sénégal, ce n'était pas une totale surprise dans la mesure où cela faisait partie du programme présidentiel et législatif du président Faye. En revanche, quelques heures à peine après cette déclaration du président sénégalais, c'est le président Déby au Tchad qui a fait cette même annonce de la demande des Français et des troupes françaises de partir du Tchad. Là, ce fut davantage une surprise, en tout cas du point de vue du Quai d'Orsay. Et puis enfin, rappelons-le, le président Ouattara en Côte d'Ivoire, lors de ses vœux aux Ivoiriens le 31 décembre au soir, le 1er janvier, les vœux de nouvelle année, a fait une annonce dans le même sens, là encore. Donc si vous voulez, on peut difficilement faire un autre constat que celui d'un mouvement absolument massif en Afrique de demande de départ des troupes françaises, et ceci finalement indépendamment des réussites des opérations militaires qui avaient notamment permis à Bamako de ne pas être sous l'emprise djihadiste. Et donc dans cette mesure, si vous voulez, il y a quand même un constat politique extrêmement sévère d'un recul de la France. Finalement, que reste-t-il d'un point de vue strictement militaire ? La France est encore implantée très fortement à Djibouti avec 1500 hommes, et puis dans le camp de Gaulle à Libreville au Gabon, et c'est tout. Ronan Le Gleut, parmi les multiples causes, ce que parfois on peut percevoir dans les médias nationaux, et vous me reprenez si vous n'êtes pas d'accord avec ce qui nous est effectivement expliqué dans les médias nationaux, c'est que il y a beaucoup d'ingérence de la Russie depuis cette crise en Ukraine pour faire pression sur les pays africains pour se défaire de l'influence française. Très concrètement, ça a joué en majorité, pas en majorité, puisque vous avez travaillé sur ce sujet. Alors, oui, ça a joué. C'est-à-dire que oui, les Russes sont maîtres de la désinformation, des opérations de désinformation absolument massives, éhontées, choquantes, ont été opérées par la Russie sur le continent africain contre l'image de la France, notamment, souvenez-vous de cette opération d'un faux charnier que les Français ont pu démonter parce que grâce à des drones, nous avons filmé cette opération de désinformation extrêmement choquante qui avait été opérée contre la France. Donc, évidemment, il y a un rôle de désinformation massive, de fake news de la Russie. Néanmoins, ça n'explique pas tout. Parce que il y a aussi, sur le continent africain, un mouvement souverainiste qui prend de l'ampleur et qu'on ne peut pas critiquer en soi, dans la mesure où les Africains ont parfaitement le droit légitime de vouloir affirmer leur souveraineté. Il y a également un mouvement panafricaniste. Néanmoins, si c'est pour basculer vers une multidépendance, c'est-à-dire une dépendance financière à l'égard de la Chine et une dépendance à l'égard de groupes type Wagner, Afrika Korps, c'est-à-dire des groupes de mercenaires,
je ne suis pas certain que le passage à une multidépendance soit forcément dans l'intérêt des Africains. Donc ce rapport traite du bilan d'Emmanuel Macron sur sa politique africaine. Jean-Marie Bockel avait été mandaté par le président en février 2024 pour être son envoyé spécial en Afrique. Est-ce que vous avez travaillé avec lui pour rédiger ce rapport ? On a été en relation évidemment avec Jean-Marie Bockel, mais en fait, Jean-Marie Bockel a cherché à accompagner la décision présidentielle de réduction des emprises françaises, puisque il avait été annoncé une réduction importante de nos bases et de notre présence. Je prends un exemple concret. Au Gabon, on est passé de 350 hommes à une centaine, et puis que ce soit au Sénégal ou en Côte d'Ivoire, il y a également eu une réduction avec certaines emprises qui étaient finalement rendues aux Sénégalais et aux Ivoiriens. Mais cette décision-là, finalement, n'a fait qu'accélérer ce qui était sous-jacent. C'est-à-dire que cette espèce de décision un peu en même temps, vous voyez, de compromis, de dire finalement on reste mais on réduit, en fait, ça n'a satisfait personne. Et plutôt que de réaffirmer la garantie de sécurité que la France pouvait apporter, on a fragilisé notre position et d'une certaine manière, on a provoqué notre chute. Alors la fin de la présence de ces troupes, parfois volontaires, vous l'avez dit, parfois provoquée par certains gouvernements, certains pays, certains présidents. Est-ce que c'est la fin de l'influence française selon vous ? Alors non, ce n'est pas la fin de l'influence française. La France doit évidemment réinventer sa présence, notamment à travers la diplomatie culturelle et d'influence. Nous prônons évidemment un renforcement de notre diplomatie à travers l'enseignement français à l'étranger, nos établissements de l'AEFE, de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger. La France a encore beaucoup finalement à apporter sur des questions cruciales d'éducation dont beaucoup de villes africaines ont besoin, du fait d'ailleurs d'une natalité très forte qui fait que la population, par exemple, de l'Afrique subsaharienne entre 1960 et 2000 a été multipliée par 5. Et par conséquent, il y a un besoin d'éducation très important. Et donc la France peut y contribuer à travers son réseau d'écoles françaises à l'étranger, mais il faut être au rendez-vous, il faut être là. Et puis aussi sur l'aspect culturel, évidemment, avec nos instituts français, nos alliances françaises, il y a aussi, là encore, un besoin. Et donc, si vous voulez, la présence française, elle ne se catégorise pas simplement par les questions de sécurité et de défense. Il y a tout l'enjeu éducatif et tout l'enjeu des échanges économiques. Tout le savoir-faire des entreprises françaises peuvent être utiles. Et là encore, il y a beaucoup à faire, notamment en regardant vers certains grands pays anglophones. La France a toujours eu un prisme très naturel vers les pays francophones, mais regardons ce qui est devenu, par exemple, le Nigeria, qui est un géant économique aujourd'hui, qui est le géant économique de la CEDEAO. C'est un pays anglophone. Et donc, il faut évidemment que la France aussi quitte simplement son regard de l'Afrique francophone. L'Afrique, elle est multiple, elle est aussi lusophone, et voilà, il n'y a pas que l'Afrique de l'Ouest francophone, il y a 54 pays en Afrique. Ronan Le Gleut, pour pouvoir faire de la diplomatie culturelle, comme vous l'avez dit, il faut aussi pouvoir faire face à ce qui semble se développer de plus en plus. C'est un sentiment anti-français en Afrique. On peut remonter à 2007, à Dakar, avec Nicolas Sarkozy, qui affirme que l'homme africain n'est pas assez de rentrer dans l'histoire, ou plus dernièrement, Emmanuel Macron, qui, d'un côté, effectivement, met debout le Parlement marocain, mais de l'autre côté, se froisse avec le voisin algérien. Ce sentiment anti-français, il est en progression en Afrique. C'est pas un terrain fertile pour aller faire de la diplomatie culturelle. Il existe un sentiment anti-français, et c'est notamment lié au fait que, je pense, la France n'a pas suffisamment compris ce qu'était l'Afrique d'aujourd'hui, et notamment le fait que, il s'agit évidemment des Afriques, c'est une Afrique multiple, je vous disais 54 pays, et que surtout, du fait de la démographie, la population est extrêmement jeune, et que finalement la France est restée un petit peu sur son ancien précaré
au lieu de comprendre cette mutation, cette transformation d'une jeunesse africaine aujourd'hui qui est tout simplement différente des générations passées. Et la France n'a pas su s'adresser finalement à cette jeunesse africaine, la comprendre, et finalement elle a regardé ailleurs au lieu de regarder la transformation du continent. Une problématique également qu'on a vue récemment dans l'actualité, c'est celle de la sécurité avec l'attaque de l'ambassade de France à Kinshasa. Comment on assure la sécurité de nos compatriotes en Afrique, en parallèle de tous ces besoins de diplomatie culturelle et de bonnes relations? Alors, sur les enjeux de sécurité, rappelons par exemple la réussite de l'opération Sagittaire. L'opération Sagittaire a permis, depuis la base de Djibouti, l'évacuation des Français de Khartoum au Soudan, une opération qui a été parfaitement menée, parfaitement réussie, et qui a permis également l'évacuation de très nombreux ressortissants, que ce soit européens, américains, même en Asie ou d'autres pays d'Afrique. La France a permis une opération pour 80 nationalités depuis Khartoum, et tous les pays partenaires de la France sont très reconnaissants de la réussite de cette opération Sagittaire. Et donc, effectivement, il y a un enjeu de sécurité pour les communautés françaises par la fermeture d'un certain nombre de bases. C'est la raison pour laquelle nous préconisons notamment le renforcement des missions de défense de nos ambassades sur le continent africain, avec un élément important qui est que parfois il y a moins de dimensions interarmées dans certaines armées, et que par conséquent, pour parler à un chef d'état-major de l'armée de l'air, il faut en face un attaché de défense armée de l'air. De la même manière, je prends par exemple, nous prenons le fait d'avoir un attaché de défense, un attaché de l'air pour être plus précis, par exemple en Côte d'Ivoire, mais avec le Gabon, il nous faut un attaché marine. Il faut que la marine soit aussi présente. Donc, vous voyez, il faut à la fois renforcer l'aspect diplomatique, donc dans nos ambassades, et surtout le renforcement des missions de défense qui permet d'établir le lien avec les autorités locales de façon beaucoup plus concrète et précise. Donc pour vous, ce n'est pas peine perdue. La France peut sauver, renforcer, redévelopper sa présence ou son influence en Afrique? Bien sûr, il faut par contre tenir compte de l'Afrique telle qu'elle est aujourd'hui et non pas telle qu'elle l'était il y a 30 ans. Et cette nécessité de revoir totalement notre logiciel finalement d'analyse, ça permet ensuite de prendre les bonnes décisions. Mais bien sûr, si vous voulez, ce qui a profondément changé, c'est que beaucoup de nos compétiteurs stratégiques, notamment des pays des BRICS+, dans les dernières années, depuis les années 2000, 2010, 2020, créent des sommets Brésil-Afrique, Corée du Sud-Afrique, etc., qui n'existaient pas avant. Avant, effectivement, il y avait des sommets France-Afrique, mais il n'y avait pas finalement d'autres acteurs, comme par exemple les Émirats arabes unis, qui ont une présence importante et une influence importante en Afrique. Et par conséquent, c'est ce changement brutal des rapports de force géostratégiques à l'échelle mondiale, et notamment cette montée en puissance des BRICS+, qui rebat les cartes et que nous n'avons pas suffisamment compris. Et donc pour vous, ce n'est pas trop tard, parce que on voit quand même que le pays en ce moment est très enfermé dans des querelles de politique nationale. Et d'ailleurs, une vue du continent africain pourrait renforcer ce sentiment anti-français. C'est ces terribles déclarations sur l'immigration qui divisent déjà énormément en France. Comment sont-elles perçues en Afrique? Ce qui est vrai, c'est que l'affaiblissement et l'instabilité de la politique intérieure française rejaillit sur une forme d'affaiblissement du rayonnement de la France à l'étranger. Pour qu'une nation soit forte à l'extérieur, il faut qu'elle soit forte à l'intérieur. Et tant que nous aurons cette instabilité politique forte, personnellement, j'ai toujours considéré que la dissolution de l'Assemblée nationale avait été une erreur politique importante, et je pense que l'instabilité politique qui en génère en est une des causes de cette dissolution. Eh bien, ça affaiblit la voix de la France à l'étranger. Donc il y a un lien. C'est là où
je vous rejoins partiellement, c'est qu'il y a un lien entre le fait d'être faible à l'intérieur et d'avoir une voix qui porte moins à l'extérieur. Et quant aux questions d'immigration, avec des points de vue qui sont parfois tranchés, où on voit que François Bayrou crée la polémique avec le PS en déclarant cette histoire de submersion migratoire, et puis finalement 2 jours après il y a un sondage, 74% des Français sont pas choqués. Est-ce que ça pèse sur les relations diplomatiques, sur les relations avec ces pays africains qui sont à toute proportion gardée selon les pays, mais quand même concernés par cette question de l'immigration pour eux et de l'immigration pour nous? Alors, se pose la question des visas. Alors, c'est vrai que dans les différents déplacements en Afrique, j'ai régulièrement entendu de cas, par exemple, d'un entrepreneur africain qui souhaitait venir à un salon professionnel en France en vue d'investir en France et qui, pour des raisons administratives obscures, ne se voyait pas délivrer de visa. Et là, j'ai envie de dire, il faut qu'on se rapproche de ce qu'on appelle la doctrine Hermelin. Hermelin qui a rendu un rapport extrêmement intéressant sur la politique de visa et qui dit tout simplement que quand il en va de l'intérêt de la France, un professeur d'université, un étudiant, un investisseur, un chef d'entreprise qui veulent, ou tout simplement dans le milieu culturel, qui veulent venir en France et dont on sait pertinemment qu'il n'y a pas d'enjeu d'immigration illégale, dans ce cas-là, il faut que la procédure de visa soit aisée. Et c'est vrai qu'il y a eu une forme parfois un peu arbitraire de refus des visas. Et donc, si vous voulez, ça c'est aussi une autre forme de doctrine. C'est aussi de considérer que en Afrique, il existe des investisseurs qui peuvent venir investir en France et que ce n'est pas un sens unique, vous voyez. Et ça, c'est un changement de doctrine. Très bien, merci Ronan Le Gleut de nous avoir parlé de ce rapport. Alors, il s'appelle « Voir l'Afrique dans tous ses états » et signé de la Commission des Affaires étrangères et de la Défense. Enfin, plutôt, ce travail s'inscrit dans les travaux de la Commission. Il est signé par donc vous, Ronan Le Gleut, Marie-Arlette Carlotti et François Bonneau. On le retrouve sur le site du Sénat. Il est déjà en ligne. Il arrive dans quelques jours. Oui, il est en ligne probablement aujourd'hui, oui, effectivement. Donc, Voir l'Afrique dans tous ses états, je redonne le nom. Merci d'être venu nous en parler pour lesfrançais.presse. Merci Mathieu Hutin. C'était lesfrançais.presse.